Il est midi à Alger. Mesdames, Messieurs, bienvenue pour ce rendez-vous de l'information sur Al24 News. Voici les titres du journal. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa promet de réviser le système d'octroi des visas dans le but de relancer les investissements en Afrique du Sud. Au Yémen, début des premières opérations d'échange de détenus yéménites entre les parties du conflit dans un processus qui s'étale sur 3 jours. Moscou impose ses conditions sur l'accord des exportations des céréales ukrainiennes sous peine de mettre fin à l'entente dès le 18 mai prochain. Et aux États-Unis, un jeune informaticien de l'État du Massachusetts a été arrêté par la police fédérale américaine dans l'affaire de fuite des documents classés secrets par les autorités. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a fait savoir que son gouvernement annoncerait une révision du système d'octroi des visas de travail de son pays dans l'objectif d'attirer plus d'investisseurs. L'Afrique du Sud adoptera de nouvelles catégories de visas pour les télétravailleurs et les start-up afin d'attirer des entrepreneurs dynamiques et elle augmentera également son système de visa électronique pour inclure 20 pays supplémentaires en plus des 14 actuellement éligibles. Ce système sera étendu pour couvrir de nouvelles catégories de visas tels que les visas d'études et les visas d'affaires. On reste dans l'actualité continentale. Nouveau coup de théâtre au Soudan qui inquiète l'armée et la population, le déploiement des paramilitaires de soutien rapide dans plusieurs grandes villes du pays. Une situation qualifiée d'escalade dangereuse par l'armée soudanaise. Elle appelle les forces d'intervention rapide à retirer leurs troupes. Les détails avec Khadija Hadaoui. C'est un nouveau bras de fer qui se joue au Soudan entre l'armée du pays et les forces paramilitaires de soutien rapide. Ces dernières se sont déployées mercredi dans plusieurs grandes villes, notamment à Khartoum ou encore à Méro, sans aucune autorisation. Tous ces mouvements et la propagation des forces se sont produits sans être approuvés par la direction des forces de l'armée et sans coordination avec celle-ci. De leur côté, les forces de soutien rapide inscrivent leur présence dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains, le trafic de migrants illégaux et la drogue. Cet état de fait fortement dénoncé par l'armée qui qualifie ce déploiement de dangereux pour la sécurité du pays. Nous devons sonner l'alerte car le pays passe par une période historique et dangereuse qui augmente les risques. Avec les forces de soutien rapide en mobilisant des forces et en se répandant à l'intérieur de la capitale et de certaines villes. Un imbroglio qui inquiète d'ailleurs même la population soudanaise qui a appelé mercredi à des manifestations afin d'exhorter les forces d'intervention rapide à ployer leurs forces. Ces événements surviennent quelques jours après le report de la signature d'un accord permettant la relance de la transition reportée, Sindié. Raison invoquée, achoppement des négociations sur l'intégration des forces de soutien rapide aux troupes régulières du pays. Face à la menace terroriste, les autorités burkinabées ont décrété la mobilisation générale afin de donner à l'État tous les moyens nécessaires pour faire face aux attaques terroristes qui endeuillent régulièrement le pays. Il s'agit surtout à travers ce décret de donner un cadre juridique légal à l'ensemble des actions à mettre en œuvre pour faire face à la situation que vit le Burkina Faso. C'est ce qu'a expliqué la présidence dans un communiqué. Cette nouvelle démarche intervient une semaine après la mort de 44 civils dans l'attaque de 2 villages au nord-est du pays.
Actualité régionale, 14 nouveaux corps de migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont été repêchés au large des côtes tunisiennes, ce qui porterait, selon plusieurs sources, à 24 le bilan des morts du naufrage d'un bateau qui se rendait clandestinement vers l'Europe. Pour rappel, les gardes-côtes tunisiennes avaient annoncé hier soir avoir récupéré 10 corps de migrants en Méditerranée au large de Sfax, dans le centre-est de la Tunisie. Un nouveau logiciel espion ressemblant au programme Pegasus aurait ciblé des journalistes et des personnalités politiques, selon le laboratoire de recherche canadien Citizen Lab. Le logiciel espion a été créé par l'entreprise Coadream, elle-même fondée par un ancien responsable militaire sioniste et ancien membre du NSO Group, créateur de Pegasus. Les détails avec Souila Kilal. Après Pegasus, un nouveau scandale d'espionnage international semble se profiler à l'horizon. L'enquête du laboratoire canadien Citizen Lab a révélé qu'au moins 5 personnes auraient été la cible de ce logiciel espion en Amérique du Nord, en Asie centrale, en Asie du Sud-Est, en Europe et au Moyen-Orient, sans pour autant révéler l'identité des victimes. Selon les éléments de l'enquête, le logiciel espion peut enregistrer les appels, prendre des photos, effectuer des recherches dans les fichiers de l'appareil, accéder aux données stockées sur le cloud et s'autodétruire une fois qu'il n'est pas utilisé. Citizen Lab a identifié des serveurs dans 10 pays ayant reçu des données provenant des appareils des victimes dans l'entité sioniste, Singapour, le Mexique, les Émirats arabes unis et la Bulgarie. Il a notamment précisé que l'entreprise Coadream a vendu ce logiciel espion à plusieurs gouvernements, notamment Singapour, l'Arabie saoudite, le Mexique, le Ghana, l'Indonésie et le Maroc. Pour rappel, en 2021, une enquête de plusieurs médias avait mis la lumière sur ce qui va devenir le scandale Pegasus, impliquant notamment le Maroc et des membres du Parlement européen. Les investigations ont révélé que pas moins de 50 000 personnes avaient été espionnées via Pegasus, ce qui a déclenché des procédures judiciaires dans plusieurs pays. Et dans les territoires occupés de la Palestine, le ministère public général d'occupation a décidé de classer l'enquête sur le crime d'exécution perpétré par les forces sionistes contre le martyr Mohamed Al-Hosaybi, âgé de 26 ans, originaire du Negev, assassiné devant l'une des portes de la mosquée Al-Aqsa en mars dernier. L'instance d'enquête chargée du dossier a déclaré que l'incident n'a pas été filmé par des caméras. À noter que le ministère public avait auparavant fermé plusieurs dossiers, y compris l'assassinat du martyr Ali Harb qui a été poignardé près de la colonie d'Ariel construite sur les terres des citoyens palestiniens dans la localité de Salfit. Nous vous le disions en titre, le porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge au Yémen a affirmé que les procédures d'échange de détenus entre les parties au conflit au Yémen avaient commencé à transférer près de 900 détenus sur une période de 3 jours. L'échange de prisonniers intervient en application de l'accord conclu entre le gouvernement yéménite et les Houthis lors des pourparlers conclus le 20 mars dernier dans la capitale suisse Berne. Environ 320 prisonniers devraient être libérés aujourd'hui, dont 250 Houthis et environ 70 du gouvernement yéménite, selon l'accord d'échange de prisonniers. Et l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes refait surface après que Moscou a posé un nouvel ultimatum sur le sujet délicat des exportations. Parmi les exigences, la reconnexion au système bancaire international SWIFT de Roselbank, la banque russe spécialisée dans l'agriculture, et le dégel des actifs des sociétés russes liées au secteur agricole situé à l'étranger. Pour rappel, l'accord permet d'exporter les céréales ukrainiennes via la mer Noire au départ de la ville d'Odessa. Jusqu'à présent, plus de 27 millions de tonnes de produits agricoles ont été expédiés vers des pays tiers, notamment vers l'Afrique.
Les autorités norvégiennes ont annoncé l'expulsion de 15 employés de l'ambassade russe à Oslo, soupçonnés d'espionnage au risque de réduire quasiment à néant des relations bilatérales, autrefois étroites, mais qui se sont fortement détériorées du fait du conflit en Ukraine. La réaction de Moscou ne saurait se faire attendre. Dénonçant une nouvelle décision extrêmement inamicale, l'ambassade russe a d'ores et déjà promis une réplique. Membre de l'OTAN dont il garde les frontières face à la Russie, la Norvège a justifié les expulsions par la nouvelle donne géopolitique. Et en France, alors que la réforme des retraites divise toujours autant, le Conseil constitutionnel devra se prononcer sur la validité ou non du projet. Les manifestants étaient au rendez-vous dans plusieurs villes françaises lors de cette dernière ligne droite. Les détails avec Safouane Ben Sabri. C'est l'ultime bras de fer entre la rue et l'exécutif concernant la réforme des retraites avant le dénouement final. Le Conseil constitutionnel devra trancher sur la validité ou non du projet. 3 scénarios sont possibles. Le premier, le plus souhaitable pour les manifestants, est celui d'une censure totale du texte, ce qui équivaudrait à une annulation pure et simple du projet de loi. L'âge de départ à la retraite se maintiendrait à 62 ans. Le Conseil constitutionnel pourrait aussi censurer partiellement le texte ou alors, dans l'idéal pour l'exécutif, procéder à une validation totale du projet de loi. À la veille de la réunion du Conseil, les manifestations ont battu leur plein. Plusieurs franges de la société reprochent à Macron de ne pas écouter les revendications des Français. On attend que le président soit plus ouvert d'esprit à la population. On attend du président également qui parle aux Français, que ce soit aux jeunes et à toute la population finalement. Et on voudrait vraiment qu'il nous voit manifester et qu'il sorte de son palais finalement. On espère toujours à un moment donné qu'il y ait quelqu'un haut placé qui prenne la décision de replier cette loi et de se mettre autour d'une table et de voir autrement le financement des retraites. Bien que cela soit peu probable, une censure totale du texte pourrait apaiser les tensions dans l'Hexagone. Dans tous les cas, les séquelles laissées par ce projet sont déjà perceptibles. Selon un sondage de l'IFOP, 62% des Français estiment que Marine Le Pen sort renforcée de cette crise. Nous vous le disons en titre, un jeune informaticien a été appréhendé dans l'État du Massachusetts par la police fédérale américaine dans l'affaire des documents secrets du Pentagone qui ont fuité. Il s'agit de Jacques Texera, âgé de 21 ans, qui est suspecté d'en être à l'origine. Il exerçait en tant que spécialiste informatique. Il a été interpellé sans violence, mais à grand renfort de moyens au domicile de sa mère. La maison du suspect était surveillée par le FBI depuis plusieurs jours. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est entretenu avec son homologue chinois, Qin Gang, à Samarkand, en Ouzbékistan. Les deux parties ont discuté de la mise en œuvre des accords historiques signés lors de la dernière visite du président chinois en Russie. Le chef de la diplomatie chinoise a déclaré que l'évolution de la situation internationale nécessitait le maintien du contact entre Pékin et Moscou. Pour sa part, Sergueï Lavrov a plaidé pour une intensification de la coopération entre les deux pays dans toutes les directions, y compris dans les affaires régionales. Bien sûr, les décisions sans exagération historique qui ont été adoptées lors de récents entretiens entre le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping nous obligent à intensifier nos efforts dans tous les domaines, tant en termes d'approfondissement de la coopération bilatérale que la relation avec les problèmes régionaux et internationaux. C'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellent après-midi à tous.